Membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, messieurs les dames, vous le savez bien, la RDC aujourd'hui est-elle un exemple à suivre en matière des droits de l'homme au vu vraisemblablement de ce qui se passe aujourd'hui sur le pays, les arrestations arbitraires d'une part, certains opposants en exil d'autre part, les comportements, la pression des intimidations aujourd'hui. Est-ce que une meilleure manière de faire les choses, la RDC a-t-elle mérité de gagner cette place, de siéger dans les conseils des droits de l'homme de l'ONU, des questions qui méritent d'être posées? Si certainement les autres sont très contents, très heureux, ils parlent même de la diplomatie agissante du président Tshisekedi, conséquence de cette élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. D'autres s'y opposent. Les vraies opinions, c'est pour ceux qui s'opposent ou bien ceux qui ne sont pas, ceux qui sont d'accord avec cette élection. On en parle dans cette émission. On va aussi revenir sur les dialogues. Vous le savez, le président Martin Fayulu, président de l'ECD, continue à persister dans cette proposition de dialogue. Il faudra que les Congolais puissent dialoguer. L'opportunité de ces dialogues, comme d'ailleurs l'a posé cette question Adolphe Muzitu, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, qui voulait savoir de l'opportunité, l'endroit même, les dates et puis tout ça, les détails. Fayulu, aujourd'hui, on aura les détails sur les bienfaits de ces dialogues. Qu'est-ce que ça pourrait changer? Est-ce qu'il ne faudra pas que ces dialogues puissent se passer entre les gouvernements congolais et les 1-23, l'Alliance des fleuves des Nanga, dialogue entre Congolais, dialogue entre civils congolais, entre politiques, certainement pour créer l'unité nationale. Ça pourrait faire l'affaire. On y revient dans cette émission Interface, dernier numéro de la semaine de cette émission. Vous nous suivez de partout, hein. Je vous salue, bienvenue à toutes et à tous. Pour répondre à toutes ces questions, hein, on ne manquera pas aussi, hein, j'avais oublié quand même de faire les points dans la présentation des thématiques. Vous avez suivi Madame Judith Toulouka, cette émission réalisée où elle est revenue sur ses réalisations en ce qui concerne les 100 jours de son gouvernement, ce que son gouvernement a fait. On ne manquera pas de faire une analyse critique, que ce soit sur le plan négatif ou positif de ce gouvernement, à Judith Toulouka dans cette émission. Alors, pour répondre dans toutes ces questions, nous recevons pour vous l'un des intellos de cette République, il faut les dire ainsi, quelqu'un qui réfléchit au sommet de montagne russe, parce qu'il est intelligent, il est l'un des commandants, l'un des lieutenants du commandant du peuple Martin Fayulu à Madidi, l'un des cadres du parti politique SID, Messi Alain Zikatedi, que j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour cher Daniel. Permettez-moi aussi d'affirmer tout haut que je suis en face d'une crème parce que vous n'êtes pas assez nombreux. Lorsque nous marions un peu vos réactions, vos agissements, votre behaviorisme par rapport à votre âge chronologique, nous disons que, en tout cas, le Congo peut encore avoir de l'espoir. Merci beaucoup. Parce que vous n'êtes pas nombreux. Permettez-moi d'affirmer ici que je vous suis. Et à chaque fois que je vous suis, même à chaque fois que j'échange avec vous, je sens en vous la cognostie. Je sens en vous le cosmopolitisme. Je sens en vous vraiment la matière grise, et surtout avec une rhétorique limpide que bon nombre n'incarne pas. Je sais, des fois on parle avec tant qui des fois vous présente un français à lambeau, mais lorsque j'échange avec vous, je dis quoi, effectivement on peut encore espérer. Permettez-moi de faire parvenir la salutation du commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi, qui continue toujours à assurer et rassurer le peuple congolais que c'est possible pour que demain, que nous redressions vraiment notre pays et surtout que nous faisons sortir ce pays du gouffre dans lequel bon nombre l'ont plongé. En tout cas, à toutes et à tous, salutations cordiales.
continuons toujours à espérer, tenons bon, nous y arriverons. Alors, salutations aussi à Sarah Mboui qui est sur le banc de touche et devrait être normalement avec nous ici, mais à cause d'un problème technique, Sarah ne sera pas là, mais vous allez la retrouver sans doute les lundis avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de force. Alors, Monsieur Alain Sikatedi, d'entrée de jeu dans cette émission, on va commencer par la première thématique concernant l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. D'abord, votre réaction à chaud avant qu'on puisse analyser le bienfait de cette élection. Est-ce que c'est bénéfique ou n'est pas bénéfique pour le pays au vu du comportement de l'actuel régime? Quand vous avez appris cette nouvelle, l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme, comment avez-vous réagi ou bien quelle est votre réaction par rapport à cette élection? C'est du cosmétique. Je vous dis sincèrement, cher Daniel, c'est comme disait mon professeur, mon secrétaire général, c'est du déjà entendu, c'est du générique. Le professeur Devos Kitoko, que je salue des passages. On se pose la question, cher Daniel, dans ces pays sous M. Chilombo, nous avons arraché la présidence de l'Union africaine. Qu'est-ce que ça a amené au pays? Sous M. Chilombo, nous avons arraché la présidence de la SADC. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça nous a même poussé plus loin pour arracher l'histoire de CAC là. Je ne sais pas, CAC là. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Mon frère, je vous dis que c'est du passe-temps. Vous allez vous rendre compte que nous serons là comme des figurants et ce poste au niveau international n'apportera rien et ne rapportera rien comme victoire dans tout ce que nous sommes en train de traverser comme période de turbulation à ce qui concerne surtout nos territoires. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que ce sont des trompe-l'œil. Ce sont des postes qui nous feront passer le temps inutilement au lieu de passer à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui pour nous, c'est de chercher à mettre tous les communs des mortels congolais que nous sommes ensemble pour que nous boutions dans les jours à venir l'ennemi dehors. Alors, nous amener de postes fantaisistes, de postes faramineux, je vous dis que c'est nous faire passer le temps inutilement. C'est ainsi que nous rappelons surtout aux Congolais et puis de bonne voix de pouvoir revenir à la raison pour que nous puissions nous mettre ensemble et bouter l'ennemi dehors. C'est ça notre idéal. C'est ça notre option à lever. C'est ainsi que nous rappelons toujours qu'aux Congolais qu'on doit chercher à imprimer ce que nous avons baptisé sous le vocable de processus de Kinshasa. Pour que tous ces organismes, toutes ces organisations sous-régionales, régionales, internationales et autres puissent respecter le Congo. Nous ne serons pas respectés en prenant des postes, je ne sais pas, fantaisistes, au sommet, je ne sais pas de quelle institution. Nous serons respectés lorsque nous serons organisés, lorsque nous serons ordonnés à l'interne, structurés, lorsque nous parlerons le même langage pour notre intégrité territoriale, c'est alors que le Congo sera fort, digne et prospère. Au cas contraire, chers amis, c'est du passe-temps et c'est des cosmétiques. Au vu des actes posés par l'actuel régime, au vu de certaines intimidations, des arrestations, toutes les choses que vous connaissez, des choses maléfiques, aujourd'hui, peut-on dire que la RDC est un exemple à suivre en matière des droits de l'homme? Ah, c'est une très bonne question d'ailleurs, cher ami. La RDC, je ferai peut-être une analyse indicative pour vous démontrer que nous ne sommes pas un pays modèle. En matière des droits de l'homme, cher ami, il y a ce qu'on appelle les pactes internationaux. Nous en avons deux.
en ce qui concerne cette organisation des droits de l'homme. Il y a 2 pactes internationaux. Le premier pacte, c'est le pacte international est relatif aux droits civiques et politiques. Le deuxième pacte, c'est le pacte international relatif aux droits économiques, culturels et sociaux. Maintenant, parmi ces 2 pactes, chers amis, il y a des indicateurs objectivement vérifiables qu'on peut détecter si un État, c'est un État qui respecte les droits de l'homme et surtout de manière scrupuleuse. Je ne sais pas si réellement ceux qui ont donné ce poste fantaisiste aux Congolais se sont basés sur ces critères, sur ces points, pour qu'on arrive réellement à considérer le Congo comme un État qui respecte les droits de l'homme. On parle là dans les indicateurs, on parle des droits à des conditions de travail justes et favorables. Droit à des conditions de travail justes et favorables. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Chers amis, regardez aujourd'hui les conditions de travail des Congolais. Vous le savez. Lorsqu'on parle de conditions. Il y a même des expatriés qui viennent chosifier. Chers amis, rendez-vous compte. Au Congo, le travail n'anoblit pas l'homme, comme cela a été recommandé, mais au Congo, le travail avilit l'homme. Au Congo, vous verrez une personne travailler pendant 20 ans, il n'a même pas la possibilité de nouer le début du mois. Vous pouvez travailler pendant 20 ans sans pourtant avoir un logis. Vous pouvez travailler pendant 20 ans, vous n'êtes celui qui avait que des problèmes. Vous êtes chosifié par le travail. Quelqu'un qui sort la journée, il trouve 20 000 il trouve 20 000, exactement. Avec les embouteillages, exactement. Il prend des motos. Ça, il ne sait même pas comment arriver à la maison avec combien. Ça, c'est vraiment... Est-ce que là, on peut parler d'un état de droit? Ça, c'est sur le plan pratique. Hein? Mais mon frère, c'est là où je vous dis. Tous ces indicateurs allaient être vérifiés en amont pour que nous puissions être considérés comme un état de droit. Donc, si ce point-là déjà, je sais que peut-être vous allez m'arracher la parole d'ici là. Donc, il n'y a pas un état de droit. Deuxième point, on parle de droit de choisir et d'accepter le travail. Donc, vous êtes là, Roland, vous avez un droit, c'est votre droit, vous, de dire que je ne travaillais pas ici, j'aimerais travailler ici. Parce que pour l'homme, c'est l'excellence. Pour l'homme, non seulement l'excellence, c'est les conditions. Il peut dire de m'écouter, je ne préfère plus ça, suite à mes occupations, suite à, je préfère ici. Mais au Congo, on nous impose le travail. Regardez ce qui s'est passé avec nos amis qui travaillent chez les Indo-Pakistanais. Ils ont grévé, mais on leur dit, même si vous grévez, non-événement. Non-événement. Mon frère, non-événement. Et tu n'as pas là où tu peux encore aller. Sous d'autres cieux, mon frère, le travail c'est à l'internet. Vous entrez là, ici on cherche les gens. Bon, tu déposes ta candidature, tu vois les conditions, ok, tu acceptes. Mais ici non. Ça se passe comme au Gondwana. Mon frère, voilà, vous avez compris. Là maintenant on évoque notre frère Maman. Donc vraiment nous sommes dans un Gondwana. Donc tu sais, mais tu te dis, mais écoutez, même si je ne partais pas, j'irai encore où pour trouver à quoi mettre sous la dent. Donc on vous impose le travail. Alors c'est là où il faut parler de l'état de droit. Il y a encore le droit de gréver et de manifester librement. Mon frère, ici, nous avons vu les magistrats. Nous avons vu les médecins. Même les enseignants récemment ici, qui se faisaient accompagner par des élèves parce que les conditions du travail n'étaient pas assez bonnes
Parce qu'il y a un monsieur qui a dit aux États-Unis, qui s'appelait John D. Watson, que pas d'intérêt, pas d'effort, conséquence, mauvais rendement. Donc, si vous ne me payez pas bien, moi, Alain, j'ai aussi, quelque part, le devoir de ne pas vous donner un très bon service. Or, plus je le fais, plus vous n'aurez pas un bon rendement. C'est comme ça que vous voyez notre enseignement toujours se verser au rabais. Pourquoi? Parce que l'enseignant n'a pas le temps. Moi, j'ai vu des enseignants jouer à 1 heure pendant qu'il est au bureau là, en train de préparer la matière. Pendant que le président Tshisekedi l'autre fois donné des qualificatifs aux enseignants. Mais cher ami, lui d'ailleurs lui-même, il est allé critiquer les enseignants à l'extérieur pour dire, mais écoutez, les enseignants n'ont pas de niveau. Tout ça pourquoi? Parce que l'enseignant n'a pas le temps de se donner pour chercher à donner les mères de lui-même. Lui est là pour chercher comment ses enfants doivent manger. Il doit jouer au winner, pari foot et autres. Et il peut donner aux histoires là, je ne sais pas, comment on appelle ça, des jeux d'hasard. Cherchant peut-être quelque chose à faire nourrir la famille. Alors, ces messieurs aura quel temps pour pouvoir donner l'enseignement de qualité? Alors, mais Salim, pardon, vous continuez. Vous savez que nous sommes dans un pays où le président Tshisekedi a été programmé ici comme cette histoire-là de la masculinité positive, comme c'est quoi là. Oui, oui. Mais dans un pays où l'équipe nationale de basketball féminine joue, ces filles des pauvres qui jouent des matchs, mais elles ne sont toujours pas payées. Mais vous parlez de ça, mais il y en a ici. C'est parmi les critériums, cher ami, où on peut parler d'un état de droit ou d'un état qui respecte les droits de l'homme. Lui est consacré ici comme celui qui fait la promotion de la masculinité féminine. Maintenant, aujourd'hui, cher ami, regardez ce qui se passe avec l'égalité homme-femme. Parce que c'est aussi un droit. On parle des droits de traiter l'homme et la femme au même titre, l'égalité là. Que les autres peuvent plus tard appeler ça parité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec les équipes féminines? Des fédérations et autres là, à caractère féminin. On fait quoi? On marginalise ces genres. Mais aujourd'hui, cher ami, regardez. Il y a encore le droit à la non-discrimination. La discrimination, c'est à tous les niveaux. La non-discrimination raciale, la non-discrimination tribale. Mais regardez aujourd'hui, cher ami. Mais c'est Tshilombo est venu faire la promotion de la discrimination. Comment ça? Mais je vous dis, une discrimination tribale. Regardez la prédominance tribale dans certaines institutions. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un sérieux problème. Donc c'est pour vous dire que il y a toujours ce problème, qui persiste. Il y a non seulement ça, il y a ce que nous appelons le droit de ne pas être soumis à la torture. À la torture. Mon frère, regardez à travers la nerf et autres. On vous arrête, on vous arrête, on vous filme, je vous dis, vous subissez une torture, je vous dis. Les cas des patries locales. Oh, mais il n'y a pas que ça. Il y a encore votre confrère qui venait là plus tard, comme l'ancien confrère, bien entendu, qui celui-ci qui était avec Katumbi, qui est notre ami Jacques Ndala. Jacques Ndala qui vous dit, il vous dit des tortures. Et même la dame là continue à affirmer. Au moni auto sarakiyoti. Ce qui dénie, c'est ce qui dit chose. Voilà. Non, là un peu bizarre, mon cher, que je ne saurais peut-être citer ici. Donc, quelqu'un qui vous sort malade. Donc, on vous dit que là où vous êtes, on vous récupère, même tout ce que vous nous voyez là. Lorsque nous sommes en train de nous bringuer à travers la nature, nous sommes à l'insécurité. Vous regardez, parce que si on te récupère, premier soin, c'est deux fois. Quelle torture, mon cher ami.
Sans oublier les motards, les chauffeurs. Mais non, là encore n'en parlons pas. Là encore n'en parlons pas. Des cachots qu'ils nous ont promis ici qu'on va fermer. Ont-ils fermé réellement ces cachots-là? Il y a encore le droit d'être traité avec dignité lors d'une détention. Est-ce ce qui se passe aujourd'hui, mon frère? Il y en a plusieurs. Lorsqu'on vous arrête, premier acte, c'est de vous menotter, je ne sais de quelle manière, vous torturer, vous prendre des photos, vous filmer, balancer. La dignité humaine. Vous voulez même. Vous perdez vos biens. Ils appellent ça premier soin. Ils appellent ça premier soin. Premier soin. Oui. Ils appellent ça premier soin. Nous ici, récemment, on venait d'abattre comme une mouche notre militant, notre résistant. Donc vous vous rendez compte que quelqu'un a la gâchette facile devant son semblable. Et vous voulez que nous puissions dire que nous sommes dans un état de droit, dans un état où on respecte les droits de l'homme. Donc je vous dis, cher ami Daniel, il y a encore un droit à la santé. On vous parle encore d'un droit de choisir la scolarité pour son enfant. Mais si on nous a imposé certaines écoles, malgré on parle de la gratuité, il y a des écoles où vous n'avez pas l'accès. On vous impose certaines écoles où la formation n'est pas à la hauteur. Donc tout ça, si vous regardez, mon frère Daniel, est-ce que vous allez vous rendre compte que nous sommes dans un état de droit? Nous sommes là où on respecte les droits de l'homme? Je dirais non. Donc sous M. Tshilombo, nous sommes en train d'assister à certaines barbaries. Nous sommes en train d'assister à certains actes d'atrocité, ce qui peut même nous donner l'accès de dire que nous sommes dans une tyrannie. Nous sommes là où, si vous osez parler, liberté d'expression d'ailleurs n'existe presque plus, parce que si vous osez parler, on vous parle d'outrage au chef de l'État, on vous parle de faux bruits, on vous parle... Donc ils ont ramassé vraiment certaines infractions pour chercher à vous nous bombarder, à nous coller. Nous ne sommes pas libres sur notre propre sol. C'est là où nous vous disons que, d'abord, c'est un non-événement parce que ça ne profitera à rien aux Congolais et ça a été donné de manière pléthorique, ça a été donné de manière sentimentaliste, ces postes, parce qu'en réalité, les critères n'ont pas été respectés. C'est là où nous vous disons, chers amis, que ces postes, pour nous, c'est là où nous vous disons que c'est un non-événement, parce que tous les critères ne sont pas mis au point. Et non seulement ça, on a récupéré plusieurs postes ici au niveau régional et sous-régional. Ça ne nous a rien apporté. Et les postes que nous entendons là, peut-être ça arrivera à celui qu'on donnera comme commission, d'être là, de pouvoir faire des rétro-commissions également à ceux qui l'ont mandaté. Mais en réalité, les Congolais ne trouveront rien de bon parce qu'en réalité, ce qui nous importe là, c'est de chercher notre dignité, mais pas de tel angle, mais beaucoup plus c'est en s'imposant, en mettant du sérieux au niveau interne pour que nous puissions un jour être considérés comme des personnes dignes, fortes et prospères à travers la République. Des États-Unis en passant par l'Hongrie jusqu'à la France où il a pris part au sommet des chefs d'État de la francophonie. Aujourd'hui, certaines personnes pensent que cette élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève est conséquence de ce qu'ils appellent la diplomatie agissante du président Tshisekedi. Votre réaction? Monsieur Tshilombo, en quittant les États-Unis, il arrive à l'Hongrie. La diplomatie a payé, ça nous sommes d'accord. Parce que la diplomatie a fait en sorte que l'Hongrie lui donne 30 vaches. C'était ça. Ah bon? Mais je vous dis, c'est là où nous avons considéré sa diplomatie agissante. 30 vaches, pour en faire quoi, cher ami? Ça, c'est se moquer des peuples congolais.
Les Congolais cherchent les armes. Les Congolais cherchent les drones et autres. Une artillerie sophistiquée, hypersonique, pour mettre fin à cette aventure de Kagame. Les Congolais ne cherchent pas les vaches. Nous en avons assez. D'ailleurs, je vous informe que M. Kamere est allé faire cadeau au Rwanda, des vaches. Nous en avons. Nous avons des krals et des krals. Est-ce que c'était vraiment l'occasion pour M. Chilombo de nous présenter les vaches reçues de l'Hongrie? C'est une aventure ambiguë, cher ami. Comment M. Chilombo ne comprend pas que, jusqu'à peu du contraire, il n'est pas soutenu par des pays que lui considère comme des pays amis? Lorsqu'on se rend compte qu'on n'est pas soutenu, on rentre à l'interne. On combat à l'interne, on s'organise à l'interne, en mettant de côté des divergences. C'est comme ça qu'on peut évoluer, cher ami. Le Congo aujourd'hui, tous les signaux ont démontré que le Congo n'a plus d'amis. L'ami du Congo, c'est le Congolais eux-mêmes. Au moment où Tshisekedi continue de la communauté internationale mon frère, dans ses discours, Tshisekedi, moi je vous ai dit, Tshisekedi, lorsqu'il marche, lorsqu'il se déplace, il se déplace pas seul. Il a autour de lui les gens. D'ailleurs, on nous a appris que certaines personnes partent pour ne plus revenir. Ah bon? Mais bien entendu. On ne sait pas, ça c'est le système qu'on a constaté aux musiciens. Maintenant, de l'occasion. Mais on aurait appris que les forces de progrès qui sont allées avec lui ne sont pas rentrées. Donc vous vous rendez compte, cher ami, comment à ce niveau-là déjà on peut commencer à se promener avec les Ngolo? Non mais Pressepeng il va revenir d'ici là. Pressepeng c'est un patriote qui va rentrer pour pouvoir continuer sa lutte. Il ne peut pas s'arrêter à ce niveau-là. Il continue avec le travail dont il a reçu comme mandat, parce que le président lui a donné mandat de pouvoir continuer. C'est là où lui s'est arrêté, parce que lui devait rentrer vite pour continuer certaines conférences au niveau du Congo ici, parce qu'on a déjà commencé. On était à l'université panafricaine, et là maintenant on va continuer encore avec une série de conférences pour faire comprendre aux gens la quintessence de la cohésion nationale. Maintenant lui il va rentrer d'ici là, et d'ici là il va rentrer pour que nous puissions continuer ensemble la lutte. Donc ce n'est pas le cas avec lui, mais les autres là qui partent sans revenir, ils partent avec quelle intention? Comment vous pouvez partir, vous qui se considérez comme chef de l'État, vous partez, vous faites un voyage officiel avec les gens des forces de progrès. Et vous partez, vous revenez sans ces gens-là. Donc c'est inexplicable. Donc c'est là où nous vous disons que le Congo est menacé, mais ceux qui sont à la hauteur, ceux qui sont plutôt à la tête du Congo, ne trouvent pas la gravité, ne sont pas à la hauteur de leur tâche pour pouvoir mettre fin à tout ce que nous subissons. C'est là où nous vous disons, chers amis, le temps a sonné pour que nous puissions réellement faire une très bonne diplomatie. Et nous ne la ferons que lorsque nous nous mettrons autour d'une table, lorsque nous parlerons au Congo, lorsqu'on se dira des vérités en face, lorsqu'on va se réconcilier et lorsqu'on va prôner la cohésion nationale pour que nous puissions arriver à ce dont nous avons tant cherché. Alors, votre conclusion nous relance ou bien nous lance dans la deuxième thématique de cette émission, la cohésion, puisque vous parlez de la cohésion nationale, faites allusion au dialogue proposé par Martin Fayulu. Mais monsieur Alain, c'est quoi l'opportunité aujourd'hui? C'est quoi l'exigence de ces dialogues? Pour changer quoi? Autour de quoi? Dialoguer autour de quoi? Comme d'ailleurs l'a posé Mouzitou, qui dans cette lettre est revenu, il s'est posé beaucoup de questions en ce qui concerne cette proposition de Martin Fayulu. Bon, Mouzitou, peut-être, il est en train de faire le jeu de Chilombo. Là, nous n'allons pas entrer dedans. Mais s'il est vraiment patriote, il doit revenir au bon sens. Le bon sens, c'est d'accepter qu'il y a un problème dans ces pays. Le bon sens, c'est de chercher que les dignes fils, les dignes filles du pays se mettent autour d'une table, parler essentiellement des questions politiques,
non seulement politiques, mais aussi des questions économiques et sociales. Donc, l'opportunité y est parce que le Congo est menacé. Cher Daniel, je vous dis, le Congo est au bord de l'éclosion. Si nous ne faisons pas attention, nous risquerons de perdre une partie de nos territoires. Donc, accepter qu'aujourd'hui l'opportunité vraiment y est, parce que cette menace, nous ne pouvons pas la minimiser, nous pouvons surtout considérer ça comme un danger permanent. Alors, l'opportunité, c'est aussi ce que nous disons, parce que c'est la Constitution qui nous le dit, cher Daniel, que le Congo a connu de multiples crises. Mais les crises dont la RDC a connu sont multiples, bien entendu, mais celle qui est beaucoup plus imminente, celle qui persiste, celle qui est l'épine dorsale, c'est la crise d'illégitimité. La crise de légitimité, des institutions et de leurs animateurs. Donc, aujourd'hui, là, si vous allez vous rendre compte de la façon dont nous accédons au poste beaucoup plus suprême, vous allez vous rendre compte qu'il y a un sérieux problème. C'est ce qui crée des frustrations, c'est ce qui crée encore des inégalités pour que nos autres réfléchissent et revendiquent de leur manière. C'est ainsi que nous disons, si réellement nous aimons ces pays, nous sommes censés regarder d'où venons-nous, où sommes-nous et où voulons-nous être. Nous sommes dans ce processus-là. Même la thématique que vous faites allusion. Mon frère, nous avons 4 thématiques essentielles. La première, c'est vérité. La deuxième, c'est réconciliation. On peut parler de vérité et réconciliation. La vérité, vous faites allusion encore à... Mais mon frère, on doit se dire des vérités en face. Pour que nous arrivions là où nous sommes. Il y a eu des gens, pendant que nous parlons là, mon frère, il y a eu des gens parmi les Congolais qui ont accepté d'aller à Rubavu signer que nos frontières soient perméables, passoires, où les M23, les Rwandais et autres peuvent entrer et faire n'importe quoi et sortir. Dans ces pays, il y a de ceux-là qui ont pris le pouvoir parce qu'ils n'ont pas été votés par le peuple. Dans ces pays, il y a eu des gens qui ont accepté loger dans notre ville ici, avec l'argent du contribuable congolais, les M23 pendant 14 mois. Dans ces pays, il y a de ceux-là qui ne se sentent pas à l'aise et se sentent les accords être violés, ils sont allés prendre des armes. Dans ces pays, il y a de ceux-là qui se sont partagés les carrés miniers et autres pour que ces derniers laissent la place à qui afin de conserver le pouvoir au profit de leur famille et autres. Donc il y a certaines histoires qu'on doit se parler, mon frère. Il y a certaines vérités qu'on doit se dire. Kabila a une vérité qu'il est censé dire à Félix et vice versa. Félix a une vérité, est censé dire la vérité au peuple congolais et vice versa. Et tout le monde, Fayulu y compris. C'est ainsi que nous disons que nous sommes dans une même maison. Nous ne pouvons pas accepter que nous procédions à la politique des terres brûlées. Nous avons dit non, la sagesse de Salomon doit jouer pour que nous ne puissions pas livrer ou immoler l'enfant injustement. Nous devons le protéger, et nous devons chercher comment protéger notre enfant pour que demain, nous ne puissions pas sortir. C'est ainsi qu'après vérité et réconciliation, nous partirons vers la cohésion nationale. La cohésion nationale, maintenant là, on va aussi aborder le problème des droits de l'homme dont nous faisons allusion récemment. Des frustrations. Il y en a assez. On doit résoudre ces problèmes-là, les droits de l'homme. Après, 4e thématique, on doit parler aussi de la vampirisation financière, mon frère. Comment on peut accepter que l'argent du contribuable congolais, mon frère, soit dépensé, dilapidé, comme des cacahuètes comme ça?
On va parler de la traçabilité, nous devons parler de notre économie. Si nous le faisons mieux, les social là, c'est rien. Les détournements là, comment vous pouvez accepter que les caisses de l'État saignent à blanc comme ça? Non. Si réellement nous aimons ces pays. Aussi, on parle de partage équitable de notre ressources dans la Constitution. Mais pourquoi on ne le fait pas? C'est là où nous disons, écoutez, ce sont des articles à respecter. Mais tu ne veut changer ça. Mais lui ne veut pas le partage équitable des ressources. Mais lui veut quoi? Il veut maintenant que la Constitution consacre maintenant le partage inégal des ressources, des ressources de ce pays. C'est là où nous disons, mon frère, il y a tellement d'histoires à se dire et nous allons procéder là à des réformes. Surtout des réformes managérialement optimales qui feront en sorte que tout le monde se sente à l'aise. Donc voilà un peu de la thématique pour nous. Nous ne voulons pas parler des postes. Ils sont là, ils peuvent rester dans leurs postes. Mais comme un tableau de bord, partout où vous passerez, mon frère, lorsqu'on fait la remise et reprise, il y a toujours une politique générale, une politique interne qu'on peut déjà tracer, même la politique externe. Comment vous pouvez réfléchir? Aujourd'hui, là déjà, même Biden va laisser une ligne maîtresse de ce qu'il trouve comme politique étrangère avec les autres. Et c'est comme ça qu'on doit y réfléchir. Nous sommes un pays convoité. Nous sommes considérés comme une fille qui est sollicitée par tout le monde. Mais là, comment devons-nous nous comporter? Est-ce que nous sommes censés rester comme des irresponsables comme ça, cher ami? On vient, on récupère nos matières premières, nos ressources, tout ça, on part, et nous sommes là, nous ne disons absolument rien. Non, nous devons réfléchir. Et pour nous, c'est ce que nous appelons la dynamique interne. La dynamique interne, c'est ce que nous considérons comme la feuille de route de Kinshasa. Parce que là, nous allons faire ce qu'on appelle la somme critique et la masse critique et la somme intelligente. Les deux qualités-là feront en sorte que nous puissions avoir un Congo refondé réellement. Voici pour notre souci, pour que nous puissions échanger autour de certaines questions qui gangrènent notre société. Donc, nous ne sommes pas là pour les postes. Nous ne cessons de répéter. Comme il s'agit du Congo, mon frère, nous ne voulons pas être des responsables demain. Parce que nos enfants nous demanderont, papa, comment avez-vous accepté que sous vos yeux, que le Congo soit divisé? Nous ne voulons pas la fragmentation du Congo, cher ami. Nous voulons que le Congo soit indivisible. C'est ainsi que nous disons Congo et Kolomoko. Donc, c'est ça notre souci. C'est ça notre leitmotiv. C'est comme ça que vous nous voyez, bec-ongle, avec le commandant du peuple. Continuer à sensibiliser, à démontrer aux gens que le processus de Kinshasa vaut mieux que le processus de Luanda, qui a d'ailleurs démontré ses limites. Vous avez suivi quand même le président Tshisekedi, qui lui s'oppose aussi comme les autres à ces dialogues. Il a dit qu'il est ouvert à tout Congolais qui souhaite les voir pour faire des propositions. Il va les recevoir. Martin Fayulu ne devrait-il pas aller voir le président Tshisekedi, lui proposer tout ça en face? Est-ce que c'est toujours nécessaire d'appeler un dialogue, appeler tout le monde, tout ça au lieu? Peut-être que ça pourrait passer aussi entre les deux. Fayulu qui part voir Tshisekedi, puis il dit, monsieur le président, voilà ce que moi je propose. Lui, comme les chefs d'État, il peut mettre ça en application. Cher Daniel, monsieur Mozito, qui a proposé je ne sais quoi là, des interrogations. Une fois, il a dit à M. Chilombo qu'on devrait faire la guerre au Rwanda et fermer nos frontières, couper la relation diplomatique entre nous et le Rwanda. M. Chilombo, a-t-il entendu, écouté et fait ce que M. Kabila, M. Mozito avait proposé? Il y a proposé trois choses. Faire la guerre, fermer nos frontières, ériger d'ailleurs des murs, et couper de manière mathématique nos relations diplomatiques. Et vous étiez d'accord avec ces propositions? Mais on était d'accord parce qu'on voulait faire la guerre au Rwanda. C'est le Rwanda qui nous agresse. Il suffisait seulement, parce qu'il y avait les institutions en place, selon lui, de convoquer les deux chambres du Parlement, réunis en congrès pour pouvoir
déposer sa proposition afin de déclarer la guerre. Mais il n'a pas fait ça. A-t-il fermé nos frontières? Non. A-t-il coupé la relation diplomatique? Non. M. Tshilombo n'écoute pas de ce sens-là. Il y a eu tellement de Congolais qui lui ont proposé des choses. A-t-il écouté réellement? Non. En fait, sa logique n'est pas celle-là. Sa logique que, comme il a dit lui-même, en Belgique, je crois, que M. Fayoulou ne lui reconnaît pas comme président. Lorsqu'il dit que Fayoulou vienne, ou bien il a laissé la porte béante pour que tout celui qui souhaiterait le rencontrer vienne le proposer. Il voulait tout simplement autrement dire que Fayoulou peut reconnaître que je suis président et venir me proposer en tant que président. C'était ça le langage diplomatique, cher ami, que les autres n'ont pas compris. Ah bon? Maintenant, on peut aujourd'hui vraiment dire que M. Tshilombo peut être considéré comme président de la République au niveau de l'ECD. Nous disons non. Parce qu'en 2018, nous connaissons comme il est venu au pouvoir. Raison pour laquelle aujourd'hui vous avez Nanga comme rebelle. Aujourd'hui vous avez le divorce consommé entre lui et M. Kabila. C'est à cause de ça. Aujourd'hui, là, on peut dire, écoutez, il y a eu les élections en 2018, en 2023. Non, il y a eu simulacre. Mais comment veut-il que M. Fayoulou, qui est le président élu de 2018, donne l'accès à tous les Congolais, surtout qui sont derrière la lutte de Tshisekedi Moulumba, d'accepter surtout qu'il y a eu élection et c'est lui qui est le président? Non, il ne l'est pas. Il a fait le forcing, il a fait le hold-up électoral, il a fait le putsch électoral pour se retrouver là. Il est là comme problème. Voilà. Maintenant, nous voulons, comme lui aussi, c'est un problème, que tous les problèmes se retrouvent autour d'une table pour parler vérité et réconciliation. Après, on va imprimer une feuille de route de Kinshasa qui fera en sorte que nous puissions le respecter et faire bouter l'ennemi dehors. Donc, dire que nous pouvons aller le voir, je ne sais pour quel motif, je vous dis, cher ami, ça, c'est laver les mains du singe. Nous ne pouvons pas le faire car c'est gaspiller le savon inutilement. Est-ce que, comment dirais-je, vous savez, aujourd'hui, pas même si les présidents Tshisekedi s'y opposent, il y a aussi le FCC de Joseph Kabila qui n'est pas d'accord avec cette proposition de Martin Fayoulou en ce qui concerne les dialogues, même si Fayoulou, lui, continue dans sa proposition, dans sa philosophie, il continue à faire des conférences, mais beaucoup s'y opposent. Là déjà, c'est un problème au début, si on réduit comme ça, au lieu que tout le monde puisse être d'accord quant à cette proposition, mais quand il y a des oppositions, les uns qui sont d'accord, les autres s'y opposent, ça ne va pas faciliter aussi la tâche à Martin Fayoulou. Non, cher Daniel, vous savez, une vision n'est pas si facile à être acceptée et avalisée si facilement. C'est pas facile. Nous savons que nous sommes en face des intellectuels. Nous sommes en face de ceux qui aiment ces pays. Ils ont raison. Le FCC, et je ne sais, Katumbi ensemble et autres ont raison. Mais c'est aussi à nous. C'est ainsi que vous voyez le commandant du peuple et l'ensemble des lieutenants que nous sommes. Nous sommes en train de nous déployer à travers les conférences, les médias et autres pour pouvoir expliquer la quintessence et le bien fondé de ce que nous appelons comme processus de Kinshasa. Donc, nous sommes sereins et que ces gens-là, ce sont des Congolais et ils reviendront au bon sens, ils reviendront à la raison et ils comprendront que c'est la seule voie pour que nous puissions sortir notre pays du gouffre. C'est la seule voie pour que nous puissions vraiment sortir ce pays du chaos. C'est ainsi que vous nous voyez. Ne nous laissons pas, mon frère. Nous sommes là en train de continuer la lutte et nous sommes suffisamment convaincus, persuadés que ces derniers reviendront
et nous allons réellement nous mettre autour d'une table pour que nous puissions parler Congo. Donc, ils peuvent faire ça aujourd'hui, c'est vrai, mais ils veulent aussi, étant intellectuels, étant élite, ils ne veulent pas venir si tôt comme ça, d'emblée comme ça, parce que les gens risquent de dire, écoutez, ils étaient là en train d'attendre ça. Non, mais ils sont là pour nous démontrer combien nous sommes, nous avons proposé quelque chose et sont censés être persuadés par nos argumentaires afin que nous puissions arriver à trouver un compromis. Et nous sommes confiants, nous sommes suffisamment convaincus, car comme nous le disons à l'LCD, c'est possible, c'est encore possible pour que nous nous mettions autour d'une table afin que l'ennemi soit bouté dehors. Donc nous ne sommes pas découragés. Alors on va terminer cette émission avec la sortie médiatique de la Première ministre Judith Toulouka. Mais avant ça, la dernière question, est-ce que ce dialogue, selon vous, ne devrait-il pas être focus ou bien tourné entre les gouvernements congolais et les M23 par exemple, ou bien l'Alliance du fleuve de Corneille? Non, nous parlons des Congolais patriotes. Nous parlons de ceux qui aiment ce pays. Nous ne parlons pas de ceux qui touchent les armes pour tuer les Congolais. Mais ils peuvent, s'ils sont des Congolais qui reviennent au bon sens, revenir, mais cela dépendra du format que nous mettrons sur place pour que nous puissions voir qui réellement sera là et qui ne sera pas là. Mais dire que le gouvernement avec le M23, mon frère, c'est ce que nous condamnons. Ça, c'est encore suicidaire pour la République. Vous le savez, cher ami, qu'on a eu déjà des dialogues entre le gouvernement et les rebelles. C'est ce qui a fait en sorte que notre armée, notre administration et autres soient infiltrés à un plus haut niveau. Nous savons que derrière les M23 là, derrière Nanga et autres, il y a des Rwandais, il y a des Burundais, il y a des Ougandais et autres. Donc nous ne pouvons pas accepter une telle bêtise, mon frère. Si vous acceptez ça, c'est comme si vous légitimez la balkanisation de ces pays. Nous ne pouvons pas accepter aller dialoguer avec ceux qui sont considérés comme marionnettes de Kagame. Nous voulons que le Congolais qui aime réellement ces pays, qui ne touche pas les armes pour pouvoir tuer leurs propres compatriotes, pour surtout les Congolais qui ne possèdent pas à la livraison gratuite de nos ressources. Ceux qui sont prêts à céder la terre. Non, nous ne voulons pas de ces gens-là. Nous voulons de ceux qui veulent garder le Congo indivisible, de ceux qui veulent protéger la terre et la population congolaise. Donc, le format, nous vous disons que ça sera aussi défini lorsque les Congolais se mettront autour d'une table. Mais pour nous, point n'est question d'un dialogue entre le gouvernement congolais et surtout ce que nous considérons comme les rebelles. C'est ainsi que vous nous voyez nous opposer au processus de Luanda. Et nous voulons beaucoup plus que les Congolais impriment ce que nous appelons nous-mêmes le processus de Kinshasa, car c'est de là que sortira la solution pour mettre le Congo en paix et en prospérité. Alors, Madame Judith Toulouka, Première ministre de la République démocratique du Congo, qui a accordé une interview pour la première fois aux médias nationaux. Madame Toulouka, qui a, vous savez, les 100 jours de son gouvernement, qui c'était la semaine écoulée. Madame Toulouka qui est revenue justement sur les réalisations à l'actif de son gouvernement, à savoir la baisse du prix du carburant à la pompe, la stabilisation relative du taux du franc congolais par rapport au dollar américain, la formation de 800 jeunes au métier, les recrutements dans la police nationale et l'armée nationale, la libéralisation du secteur de l'énergie et des travaux dans les infrastructures, notamment routières, dans une interview accordée aux médias nationaux. Monsieur Alain, vous avez suivi la sortie médiatique de l'actuel Premier ministre de la République démocratique du Congo qui est revenu sur ses réalisations. Alors, les 100 jours, aujourd'hui, peut-on dire que le bilan de cette dame, depuis qu'elle est à ses postes, elle, avec son gouvernement, est positif?
Mon frère Daniel, je suis abasourdi. Vous savez, lorsque j'ai lu ces chiffons de Madame Souminoua, j'ai dit le Congo continue à donner l'impression qu'il n'a pas de chance. Nous, on croyait peut-être qu'avec une dame à la tête du gouvernement, parce que c'est la première fois depuis que le Congo est Congo, hein, les choses s'amélioreront de manière un peu optimale. Mais ce que j'entendais là, mon frère, je me demandais si j'étais de quel état. Comment notre maman, la maman qui est censée protéger ses enfants, la maman qui est censée donner l'impression qu'elle est différente des hommes, fait encore pire que les hommes. Mon frère, tout le courage m'a quitté. Lorsque la maman dit que la baisse du prix des carburants, c'est à son actif. C'est une démagogie. Mon frère, la baisse des taux de prix des carburants, c'est au niveau international. Ce n'est pas national. Est-ce que la maman peut nous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'elle a fait? Quelle gymnastique a-t-elle fait pour que nous arrivions aujourd'hui à avoir la baisse des prix des carburants? Quel est ce que nous appelons comme structure prix? Les éléments qui entrent en compte pour pouvoir avoir le prix et baisser le prix à ce niveau ici. Ce n'est pas elle, mon frère Daniel. Le gouvernement sérieux, je cite, le gouvernement sud-africain et certains gouvernements de l'Afrique de l'Ouest, si nous prenons les Nigériens et autres, on fait des communiqués officiels pour avertir à leur population qu'au niveau international, les barils a été revu à baisse. Parce que le baril là, c'est 159 mètres cubes. Mais mon frère, comment au Congo on peut mentir et décider quoi? Une dame, qu'a-t-elle fait? Rien. Mais lorsque vous avez une baisse pareille, la baisse des prix doit se répercuter jusqu'au niveau de la panier du panier de la ménagère. Même pas à ce niveau-là, même dans les structures, les différentes structures, prix et autres, nous devons les sentir. Aujourd'hui, nous payons les transports à combien? Cher Daniel, le transport a-t-il changé? La mobilité là, le coût a-t-il changé ou pas? Nous avons toujours le même coût. Aujourd'hui, les receveurs ont changé les termes. Ils ont même leur vocable. 200 francs, 300 francs, 150. 150. On a changé 250, mon frère. Vous venez l'ambon, on a assez. Donc vous êtes censé payer ce qu'elle vous impose. Rien n'a changé. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, parce que comme ça a baissé comme ça, on suppose que même les véhicules qui sont en mobilité là pour transporter peut-être les produits agricoles peuvent aussi, à un certain niveau, baisser le prix des sacs de manioc et autres. Quel est le changement qu'on a encore jusque-là vu? Impact invisible. Et la maman fait la promotion d'une baisse fantaisiste. Mon frère, une dame en plus. Chose que j'ai trouvé vraiment ambiguë et époustouflante, cher ami, lorsque la maman vous parle de 800 policiers. Pour une population, je ne sais, de plus de 100 millions d'habitants. Même si on prenait les 800 policiers pour Kinshasa, ça représente quoi? Et elle nous parle du recrutement au niveau de la police et de l'armée. Mais elle n'a pas évoqué aussi le recrutement, parce qu'ils ont aussi une mission
de donner l'emploi au peuple congolais. Mes chers amis, regardez là. Nous avons des GI, des régies financières et autres. Où avez-vous entendu qu'on a lancé un processus de recrutement pour les jeunes Congolais? C'est là où nous avons dit que dans l'histoire, si on récupère encore les critères pour être classé parmi les pays des droits de l'homme, on vous parle d'un emploi. Maintenant, on nous impose d'être à la police. On nous impose d'être à l'armée. Mais on nous interdit d'être dans les administrations publiques et autres. S'il faut parler de l'administration publique, des entreprises publiques, là, ils appliquent le népotisme. Ils privilégient leur famille. Mais pour la police et autres, non. Ce sont les communs des mortels qui peuvent venir. La maman ne s'est pas arrêtée à ce niveau-là. Mon frère, elle vous parle encore à part le recrutement, elle vous parle encore de quoi là? J'ai vu... les services, secteur national. Service national. Oui, mais c'était de l'énergie. Mon frère, vous savez combien dans ces pays tout le monde préfère avoir le réfrigérateur? Dans ces pays, même ceux qui utilisent le prépayé sont en délestage. C'est un concept que nous, lorsqu'on grandissait là, on n'a pas connu. Aujourd'hui, on nous parle des CVS, des FEDER. Il y a des concepts tellement que nous, on ne maîtrisait pas là. On n'a pas d'énergie, on n'a pas de courant, on n'a pas d'eau. Regardez ce qu'ils ont fait ici avec l'usine le jour où je venais vous parler de la régie des zones, mon chef allait pleurer. On parle de l'usine de l'ozone, l'usine de l'Embaïmbo. Est-ce qu'il y a vraiment de l'impact aujourd'hui? Mon frère, nous sommes dans quel état? Donc, en réalité, madame voulait se moquer d'elle-même. On n'a pas, en termes d'impact visible, on n'a pas ressenti ces 100 jours. J'aurais appris que madame, lorsqu'elle arrive au bureau, elle vient là devant la question qu'elle se pose. L'autre aussi, Nino. Ah bon? Mais je vous dis, même ses collaborateurs commencent à se poser des questions. Mais écoutez, est-ce que c'est vraiment... c'est la dame, ça me l'est-il, c'est comment moi j'aurais appris. Que lorsqu'elle vient là, l'autre aussi, Nino. Comment vous qui êtes au top management de l'entreprise, vous arrivez au sommet là, vous ne savez même pas quoi faire, vous devenez comme Daniel Bumba. Donc, vous pensez vraiment que la qualité pour vous, c'est la somnolence? C'est faire un tour au niveau du bureau, après vous sortez, vous créez des rencontres inutiles? Non, mais on n'attend pas, on ne vous attend pas. Ce qu'on attend de vous là, c'est de nous pomper une réflexion pouvant faire en sorte que le Congo sorte du bourbier. Ce n'est pas ce que nous sentons là, mon frère. Donc c'est pour vous dire que nous étions déchus par cette sortie, car madame n'a rien fait. Rien. Je vous dis, tout ce qu'elle a cité, d'abord elle a commencé à mentir, parce que le prix ce n'est pas la RDC, mais je vous dis, c'est au niveau international que le baril a baissé. Deuxièmement, lorsqu'elle parle du recrutement, mon frère, c'est encore ça, c'est à boire et à manger. Parce que là, ce que nous avons vu, c'est vraiment de la cosmétique, comme je ne cesse de vous dire. Donc c'est un regret pour nous, parce que à son niveau, elle ne pouvait pas arriver jusqu'à nous dire que ce qu'on attend d'elle, c'est le recrutement de 800 jeunes. Ce qu'on attend d'elle, c'est la baisse du prix des carburants, qu'elle est incapable elle-même de le faire parce que c'est à un niveau un peu élevé. Mais ce qu'on attend d'elle, c'est que le panier de la ménagère soit quand même joué des produits. Ce qu'on attend d'elle, c'est la scolarité des Congolais. Ce qu'on attend d'elle, c'est l'élimination des zones, des zones salariales, un peu donnant l'accès aux autres de vivre au-delà aux uns de vivre au-delà des autres. Donc ce qu'on attend d'elle, c'est une justice distributive,
une justice équitable. Ce qu'on attend d'elle, mon frère, c'est la sécurité à l'est de notre pays, parce qu'aujourd'hui les Congolais, de l'autre côté, ne savent à quel sein se donner. Ce qu'on attend d'elle, c'est la sécurité alimentaire du peuple congolais et la sécurité à tous les niveaux. Ce qu'on attend d'elle, mon frère, c'est la récupération de Bunagana et surtout nos 4 territoires confisqués au niveau de l'Est et un territoire de Kwamout au niveau de l'Ouest. Donc on n'attend pas d'elle ce qu'elle nous présente là comme des chapelets de bonnes intentions, qu'elle confond à ce que nous appelons comme action menée déjà pendant 700 derniers jours. Donc nous sommes abasourdis, mais nous demandons maman, nous savons qu'elle prie de passer à la télé et présenter des excuses parce qu'elle a menti le peuple congolais. Vous concluez l'émission, monsieur Alain? Nous ne pouvons dire que les dialogues, c'est un concept qu'on nous a imposé. Nous qui sommes le géniteur de la vision, nous parlons du processus de Kinshasa qui s'avère être un élément clé pour que nous ayons la paix et une paix durable en RDC. Car sans la paix, on ne sera construit ce pays. Nous ne pouvons encore rappeler aux communs des mortels, Congolais partout où vous êtes, accompagner cette démarche pour que nous puissions arriver à avoir un Congo digne, prospère et respectable. Surtout, vous qui nous avez suivis, vous pouvez retenir en un mot que le Congo que nous vivons aujourd'hui, nous n'avons pas intérêt à les fragmenter car nous n'aurons pas d'excuses derrière nous. Les enfants qui viennent là, qui montent en puissance, nous poserons beaucoup de questions autour de cette affaire ici. Donc, soutenons la vision de l'homme qu'on appelle effectivement le commandant du peuple Martin Fayulu Madidi et mettons-nous dans la danse pour que nous puissions sortir du Congo du gouffre dans lequel bon nombre l'ont plongé, comme je l'ai dit tantôt. Monsieur Alain Zikateli, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Je rappelle que vous êtes cadre du parti politique ici du président Martin Fayulu. C'est moi qui vous remercie, cher Daniel. Alors, cette émission est terminée. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Merci à Sarah Mouy. Je vous parlais de Sarah au début, vous allez la retrouver les lundis. Merci à Issa. J'ai regretté son absence, j'ai regretté vraiment son absence. C'est Sarah qui allait décorer la table, et surtout avec ses questions. Elle a un peu de questions super métaphysiques. Hein. Okay, lorsque vous posez des questions là, si vous ne faites pas attention, si vous tombez là, mais vraiment j'ai regretté. Sarah là les lundis, merci à Issa. Je vous salue Sarah là où vous êtes, vraiment. Réconforte-toi. Merci au maestro Issa Kazaka, merci à Rajabou Pro, merci à James Mouka. Salutations à Donon Kourou. Bon, oui, ça certainement, il va revenir le lundi pour libre débat. Merci à Nathalie. Mais James et Mouka doivent passer à la barre. Ce sont des gens que je dois porter plainte. Ce sont des... Ils m'ont mis de côté, ils savent là, ils m'ont mis là. Donc, j'ai tellement de recours, ça ne tient pas, mais je sais comment je vais me rattraper. Merci surtout à mon oncle Willing Chai pour Amouraba et sa femme Céline Manunga qui le suivait depuis Paris, en France. À toutes et à tous, c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retenez ce que disent les sages ce vendredi. Apprenons à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots, disait Martin Luther King. On se retrouve lundi 16h pour le premier numéro de la semaine de cette émission qui vive la République, qui vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles.